Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Black Yeti Formation. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement la méthodologie pour réaliser des documents sur Google Docs pour les études supérieures, c'est-à-dire soit des rendus de devoirs, soit des rapports et des mémoires. Bien entendu, je le rappelle, je n'ai aucune accointance ni financement de la part de Google. Commençons. La première chose à faire, c'est bien sûr d'avoir un espace Google Drive. Donc, si je vais sur mon Drive, j'arrive sur cette interface-là et je vais pouvoir ici cliquer sur l'icône plus, nouveau et créer un Google Doc. J'ai donc, dès le départ, un document qui est vierge. Et ce document-là, l'objectif aujourd'hui, ça va être de créer un gabarit qui sera réutilisable ensuite pour rapidement mettre en page ses devoirs ou ses mémoires sans perdre de temps et avec une qualité professionnelle. Je vais donc faire toutes les étapes pas à pas pour vous montrer comment on peut réaliser cela, voir quelques fonctionnalités. Bien sûr, ce tuto s'adresse essentiellement aux débutants. Donc, la première chose à faire sur un document, c'est bien sûr de vérifier son format, c'est-à-dire sa largeur et sa hauteur, et un certain nombre d'autres informations comme l'orientation de la page. Là, nous sommes orientés en mode portrait, mais nous pourrions tout à fait avoir envie d'avoir un document en mode paysage. Pour ça, je vais dans Fichier, configuration de la page, et ici, j'ai la possibilité de modifier la configuration de mon document en choisissant le mode portrait pour l'orientation ou paysage, le format de mon document, avec des formats préenregistrés, la couleur de la page, puisque je peux appliquer une couleur à la page, ça m'évite d'avoir à importer l'image pour créer un fond, et ici, je vais paramétrer les marges de mon document. Donc, par exemple, je vais ici mettre 2,5 cm et à gauche et à droite 2,5 cm. Vous verrez que ce sont des moyennes standards pour les documents en études supérieures. Alors ici, on peut l'appliquer au document entier ou à une partie du document. J'aborderai ce point dans la partie section. Ici, vous avez la possibilité de créer un document 100 pages qui va nous permettre de réaliser des documents plutôt pour un usage numérique, sans avoir à visualiser le contour de la feuille, et je vais donc pouvoir maintenant valider. La première chose à expliquer, c'est qu'un document Google Doc s'ouvre sur une page vierge. Cette page est constituée de 3 zones: la têtière ou en tête, le pied de page et l'empagement ou le corps du texte, c'est-à-dire la partie centrale. Donc j'ai réalisé un schéma pour simplifier la visualisation de ces 3 zones. Nous avons en haut l'entête et en bas le pied de page. Ces deux éléments sont redondants de page à page, c'est-à-dire qu'ils se dupliquent d'eux-mêmes à chaque fois qu'une nouvelle page est ajoutée à votre document sans que vous ayez de manipulation à faire. Ça permet de structurer la mise en page et de donner un côté professionnel en gagnant du temps. Nous verrons bien entendu qu'il est possible dans le même document d'avoir une série d'entêtes et de pieds de page différents, cela en utilisant les sections. Et au milieu, nous avons le corps du texte, c'est-à-dire là où vous allez mettre les contenus spécifiques à chacune des pages. Sur la droite, le schéma représente les marges. Donc il y a deux types de marges sur un document. Il y a les marges techniques et les marges optiques. Donc là, il s'agit que des marges optiques, c'est-à-dire celles qui vont permettre, dans la mise en page, d'aérer le document, de créer ce qu'on appelle un blanc tournant. Donc ces marges-là, classiquement dans les études supérieures, elles sont de 2 à 3 cm sur les côtés. En haut, nous avons la marge du haut et en bas la marge du bas, qui sont respectivement comprises entre 1,5 cm et 1 cm, et pour le bas, entre 2,5 et 3 cm. C'est une moyenne sur ce qu'on peut retrouver dans les différentes recommandations en université ou dans les différentes écoles d'études supérieures. Donc, pour pouvoir accéder à ces zones sur Google Doc, il suffira de double-cliquer en haut pour activer la zone d'entête et de double-cliquer en bas pour activer la zone du pied de page. Alors, pour modifier la têtière, vous voyez, on va d'abord regarder dans cette barre grise, nous avons différentes options. La première, c'est première page différente. Alors pourquoi? Parce que dans un document, souvent nous avons une page de couverture sur laquelle nous ne souhaitons pas faire apparaître l'entête. Donc il suffit de cocher cette case pour que la première page ne contienne pas d'entête et la seconde en contienne. Ensuite, nous avons des options qui vont nous permettre de modifier
le format de l'entête, le numéro de la page ou supprimer l'entête. Alors, en ce qui concerne le format de l'entête, lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité de lui appliquer ses propres marges. D'accord ? Vous voyez d'ailleurs que vous allez faire la modification ici pour l'entête et le pied de page. Vous avez de nouveau accès à la possibilité de modifier l'entête et d'en mettre une différente pour la première page ou d'en mettre une différente pour les pages paires et les pages impaires. Tout simplement parce que Google Doc va vous présenter les pages les unes en dessous des autres, mais que vous pouvez très bien souhaiter mettre en page un document en page en vis-à-vis, comme dans un livre. Et dans ces cas-là, la numérotation, par exemple, ce qu'on appelle aussi le foliotage, sera situé un coup à gauche, un coup à droite. Et pour pouvoir avoir cette latitude-là, eh bien, il sera nécessaire de cliquer sur cette case. Nous avons aussi la possibilité de choisir les numéros de page. Est-ce que je les positionne dans l'entête? Est-ce que je les positionne dans le pied de page? Est-ce que je l'affiche sur la première page? Encore une fois, tout simplement parce que souvent, si la première page est une page de couverture, on ne numérote pas la première page. Alors attention, quand je dis ça, ça veut dire que on ne positionne pas sur la première page le numéro. Par contre, la première page est toujours prise en compte dans la numérotation. C'est pour ça que si je ne numérote pas la première page, la seconde page sera la page numéro 2. Ici, j'ai toutefois la possibilité de faire commencer la numérotation au chiffre que je souhaite. Pour le pied de page, eh bien, il s'agit exactement de la même chose avec l'accès aux mêmes options qui modifieront les deux de concert. Avant d'entrer plus spécifiquement dans la méthodologie et les fonctionnalités de Google Doc pour mettre en forme ces différentes zones de texte, je souhaiterais quand même faire un petit rappel sur les informations que vous allez avoir à positionner. Le positionnement que je propose n'est pas impératif, il va dépendre aussi de l'école dans laquelle vous êtes, du type de diplôme que vous passez, mais en tout cas, la nature des informations, elle, est impérative, c'est-à-dire que vous ne pouvez omettre ces informations sur le document sous peine en fait de ne pas permettre son identification. Donc pour ma part je vous propose la répartition suivante. En en-tête de document, positionnez vos noms et prénoms, d'accord, ce qui est indispensable, le nom de la matière ainsi que l'intitulé du devoir, et je renverrai les autres informations dans le pied de page. Ces autres informations sont le diplôme préparé et l'année d'études, et enfin le foliotage, c'est-à-dire la numérotation des pages. Ceci étant dit, comment allons-nous réaliser cette mise en forme? Eh bien écoutez, c'est simple. Je double-clique dans la zone en tête et ici je vais donc mettre mon nom et mon prénom. On a dit aussi que nous allions positionner le nom de la matière et que nous allions positionner aussi l'intitulé du devoir. Maintenant, pour un peu plus de mise en forme, première règle que j'applique personnellement, systématiquement, mais qui n'est pas obligatoire, j'ajoute un filet sous le texte de manière à bien séparer le contenu de l'entête du contenu de l'empagement, c'est-à-dire de la partie centrale du document. Pour cela, je fais insertion, ligne horizontale. Par défaut, Google Doc rajoute toujours un espace après la ligne horizontale. Je le supprime de manière à ce que l'entête ne prenne pas trop de place sur le document. Deuxième chose que je réalise, c'est que la taille de la police, je vais la réduire de manière à ce qu'elle ne soit pas identique à celle du document, encore une fois pour pas qu'elle ne vienne alourdir le document et qu'elle vienne en concurrence avec le contenu de la page. Donc j'ai l'habitude de passer en corps neuf. Ensuite, je vais souhaiter sectoriser l'information sur l'entête de manière à rendre tout cela plus lisible. Pour cela, je vais positionner Samuel Loire à gauche, la méthodologie, c'est-à-dire le nom de la matière au milieu, et l'intitulé du devoir à droite. Je vais donc ici, au lieu d'avoir un espace, le remplacer par une tabulation. Donc vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier, pour l'instant il ne se passe rien. Je vais faire pareil pour le deuxième espace, c'est-à-dire entre le nom de la matière et l'intitulé du devoir. J'appuie sur tabulation. Maintenant, je vais vouloir positionner ces textes correctement. Alors la tabulation, à quoi cela nous sert-il? C'est en fait une indication pour le logiciel de déplacement du texte par rapport à des repères de tabulation. Ces repères de tabulation, nous allons les positionner sur la règle qui se situe en haut du document. Sur cette règle, vous avez pour l'instant 3 repères bleus. À gauche, 2 éléments. Un qui va symboliser l'alignement du texte par rapport à la marge de gauche. Le deuxième élément, c'est le retrait de la première ligne pour pouvoir réaliser les alinéas. Le dernier élément à droite permet de visualiser l'alignement droit du texte dans le document. Donc j'ai la possibilité, quand je clique ici, d'ajouter une tabulation à gauche, c'est-à-dire que le texte sera aligné sur la gauche. Une tabulation centrale, c'est-à-dire que par rapport au curseur que je vais mettre, le texte sera
aligné au centre de ce curseur, et pareil pour la droite. Donc ici, le nom de la matière, je veux qu'il soit centré, donc je vais prendre une tabulation centrale, et je vais la déplacer au centre du document. Ensuite, il me faut un deuxième curseur, cette fois pour ce texte-là, je veux que lui soit aligné à droite, donc j'ajoute une tabulation de droite, et je viens ensuite, ici, la positionner au même endroit que le retrait de droite. Et je peux bien entendu à tout moment rééquilibrer, voilà, et c'est donc de cette manière que l'on va positionner du texte sur une ligne et non pas avec des espaces successifs comme le font certaines personnes. Je vais mettre en bold mon nom, tout simplement parce que l'enseignant a surtout besoin d'identifier le nom de l'élève. Je clique à l'extérieur, mon en-tête de document est donc faite. Je vais réitérer l'opération sur le pied de page. Je vais donc commencer par insérer une ligne horizontale. Je vais supprimer l'espace que Google Doc a rajouté. Et ici, nous avons dit que nous allions mettre le diplôme préparé. Donc imaginons que ce soit un master MDCM. Je vais directement, maintenant que je connais l'astuce, mettre une tabulation. J'ai donc appuyé sur la tabulation, même si on ne voit pas qu'il se passe quelque chose. L'année d'études, donc année 2023-2024, puis une nouvelle tabulation. Et cette fois, je vais insérer le folio. Pour cela, j'ai deux méthodes. On l'a vu, soit je clique sur les options, soit je vais dans Insertion, numéro de page, et je choisis si je veux qu'il soit en haut à droite numéroté dès la première page, en haut à droite numéroté à partir de la deuxième page, en bas à droite ou donc à partir de la première page et en bas à droite à partir de la deuxième page. Et bien sûr, il y a d'autres options et je peux aussi définir le nombre de pages. Alors pour l'instant, je vais choisir cette option-là. J'ai donc mon numéro de page qui apparaît et j'aime bien pour ma part rajouter le nombre de pages du document. Je trouve que c'est une information qui est intéressante. Donc je rajoute ici insertion, numéro de page, nombre de pages et donc ça me mettra automatiquement le nombre de pages de mon document. C'est une fonction automatique, j'aurai plus jamais à m'en occuper. Je vais réitérer la même opération que tout à l'heure. Je vais insérer une tabulation centrale pour l'année. Je vais insérer une tabulation à droite pour le folio. Je vais venir là, j'équilibre à l'œil. Et puis, je vais de la même manière réduire la taille du texte. Alors, je ne réduis pas la taille du folio parce que ça a besoin d'être bien visible. Mais par contre, je peux réduire la taille du reste du texte. Et puis, pour ma part, je vais mettre en bold le numéro de la page active. Pour l'instant, ça me va. Et donc, j'ai déjà pré-calibré, j'ai envie de dire, l'en-tête et le pied de page de mon document. Alors maintenant, je vais m'intéresser à la mise en forme du texte. Donc pour cela, il faut que vous compreniez un principe, c'est que ces logiciels de traitement de texte fonctionnent avec ce qu'on appelle des styles, que vous retrouvez ici. Alors bien entendu, en fonction des logiciels, vous avez plus ou moins de liberté dans la possibilité d'ajouter et de modifier des styles. Donc qu'est-ce qu'un style ? Un style, c'est la possibilité d'appliquer l'apparence d'un texte, la police utilisée, sa graisse, sa couleur, sa taille, en un seul clic. Et bien entendu, ce qui est extrêmement important pour faciliter la lecture, et la convention est la suivante d'ailleurs pour tout ce qui est texte écrit, c'est que pour la même nature d'information, on utilise la même mise en forme. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si j'ai un titre dans un document, eh bien le titre suivant doit être présenté de la même manière. Si j'ai un sous-titre, pareil. Si j'ai du texte courant, eh bien, il doit être présenté de la même manière systématiquement sur tout le document. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons une hiérarchisation des titres. Le titre, c'est le style qui va être utilisé pour le titre du devoir ou de votre mémoire. Il ne sera donc utilisé qu'une seule fois. Le sous-titre, c'est ce qui va venir sous ce titre, et c'est pareil, c'est un style unique. Le titre 1, titre 2, titre 3, et vous verrez qu'après on peut avoir un titre 4, titre 5, ce sont les différents styles de titres ou d'intertitres qui s'imbriquent dans le document. Un document va être constitué de grandes parties, qui seront les titres 1. Chaque grande partie aura des sous-parties, qui auront le style titre 2. Et dans ces sous-parties, on peut avoir des sous-sous-parties, qui auront le style titre 3, et ainsi de suite. Et enfin, nous avons le style normal, qui est le style que l'on va appliquer pour le texte courant. Nous avons aussi la possibilité d'enregistrer les styles que nous allons créer comme mes styles par défaut, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que nous ouvrirons un document, eh bien, les styles qui seront chargés dans le document seront ces styles-là. Alors quand je survole un style, j'ai la possibilité d'avoir accès à un sous-menu qui est en deux parties. Appliquer le style normal, ça veut dire, on va le voir, que lorsque l'on sélectionne un texte et qu'on clique sur ça, ça va appliquer le style normal. Et ici, j'ai la possibilité de mettre à jour. C'est-à-dire que vous allez voir que nous pouvons modifier un style. Si par exemple, j'ai
créé un style de titre 1, que finalement il ne me plaît pas, eh bien je le modifie une fois dans mon document, puis je viens ici cliquer sur mettre à jour, et donc le logiciel va prendre ma modification, considérer que c'est le nouveau style qui s'applique, et l'appliquer automatiquement à tous les textes ayant le même style. Puisque nous allons le voir, un des autres intérêts des styles, c'est de nous permettre de modifier en un seul clic tous les contenus de nos documents auxquels on a appliqué le même style. Alors nous allons maintenant mettre cela en pratique dans un exemple. Donc pour la démonstration, j'ai positionné ici du texte en vrac et nous allons voir comment cela fonctionne. Ici, j'ai mon titre, donc je vais lui appliquer le style titre. Ici mon sous-titre, je vais lui appliquer le style sous-titre. Ici, mon titre 1, je vais lui appliquer le style titre 1. J'ai du texte courant. Ici, je vais mettre le style titre 2. Ici, le style titre 3. Et je recommence rapidement ici pour vous montrer l'automatisation. Donc là, j'ai une structure de document simple. Première chose, ici, je peux décider que la police que je souhaite utiliser, ce n'est pas de l'Arial. Donc si je veux modifier un style, je sélectionne le style que je veux modifier, ici mon titre. Je vais une première fois faire toutes les modifications. Imaginons que je veuille que ce soit du Roboto, que je souhaite qu'il ne soit pas en bold, qu'il soit plus gros, qu'il ait une couleur. Si je veux que, à partir de maintenant, tous les titres que je crée aient cette apparence-là, je reste avec mon curseur dans le style. Je viens ici, titre, mettre à jour titre. Je vais ici, titre 2, appliquer maintenant le style titre pour voir. Et on voit que ça fonctionne. Donc, je peux déjà modifier ainsi le style. À ce stade, je dois vous préciser une chose importante. Un style s'applique à un paragraphe entier. Alors, qu'est-ce qu'un paragraphe? Eh bien, je vais afficher les caractères non imprimables et vous voyez ici que vous avez le symbole de retour à la ligne. Donc, tout ce qui est compris entre le dernier retour à la ligne, donc ici, et le prochain retour à la ligne, constitue le même paragraphe. Un style va s'appliquer à tout un paragraphe. Vous ne pouvez pas l'appliquer uniquement à quelques mots. Pour pouvoir modifier un mot ou une expression, il va falloir le sélectionner et vous aurez le droit d'utiliser ces éléments de mise en forme ici, la mise en bold, en gras, l'italique ou le souligné. Par contre, si je viens ici et que je clique avec mon curseur sans rien sélectionner mais que mon curseur est dans un paragraphe et que je change le style de paragraphe, ça va me changer le style de tous les mots contenus dans ce paragraphe. Donc, imaginons maintenant que je fasse de même pour titre 1. Alors, vous voyez que titre 1, je l'ai plusieurs fois dans mon document. Si ici, je modifie mon titre 1, on va essayer de faire rapide, donc on va juste modifier la couleur. Et que je viens ici, dans titre 1, mettre à jour, tous les titres 1 de mon document sont mis à jour automatiquement. Donc ça, c'est quand même un énorme avantage, un énorme gain de temps. Je vais aussi vous présenter quelques caractéristiques de la gestion du texte que vous devez connaître. Alors ici, le texte est caractérisé par un interlignage, c'est-à-dire une distance entre chacune des lignes. Il peut arriver, notamment dans les travaux universitaires, qu'on vous demande d'avoir un interlignage de 1,5 pour permettre au correcteur d'écrire entre les lignes. Donc dans ces cas-là, vous allez sélectionner votre paragraphe, vous allez venir sur l'icône qui est ici et vous allez modifier l'interlignage. Ici, vous avez 4 caractéristiques d'interlignage, enfin 4 réglages d'interlignage standard, mais on verra qu'on peut modifier cet interlignage comme on le veut. Souvent, d'un point de vue universitaire, on va vous demander un interlignage en 1,5. Si maintenant je veux que tous mes textes soient en interlignage 1,5, j'ai pas envie de le faire sur chacun des paragraphes, eh bien c'est toujours la même chose, je viens dans le style normal, mettre à jour normal, et cela est mis à jour automatiquement sur l'intégralité de mes textes qui ont ce style qui est appliqué. J'ai aussi la possibilité de modifier l'espace qu'il y a entre deux paragraphes. Ici, j'ai 2 paragraphes, et j'aimerais que visuellement, on puisse identifier plus facilement le passage d'un paragraphe à un autre. C'est-à-dire que j'aimerais augmenter la distance entre ces 2 paragraphes. Je vais me mettre sur le paragraphe qui est situé au-dessus. Je vais aller encore une fois cliquer sur cette icône qui me permet de gérer tout ce qui est espace et interlignage. Et je vais aller dans espacement personnalisé. Alors vous voyez qu'ici on pourrait très bien insérer par défaut un espace avant le paragraphe ou un espace après le paragraphe. Mais en fait, si je fais ça, je fais un coup de billard à 2 bandes puisque je dois cliquer d'abord ici. Puis après, si l'interlignage
l'interlignage ne me va pas, je vais devoir recliquer ici pour aller dans espacement personnalisé et modifier l'interlignage. Je préfère le faire directement. Donc je vais mettre espace après 6 points. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je vais avoir un retour chariot, c'est-à-dire que je vais sauter une ligne pour commencer un nouveau paragraphe, le logiciel mettra un espace de 6 points supplémentaires entre la dernière ligne du paragraphe et la première ligne du paragraphe suivant. Donc pour que ça se fasse, il faut bien entendu que j'aille dans Normal, mettre à jour. Vous voyez que ça l'a mis à jour partout. Donc c'est une fonctionnalité, encore une fois, extrêmement puissante. Si je veux modifier mon texte et que je clique ici parce que je veux que ce soit en bold, je peux appuyer sur bold, mais ce qui est plus intéressant, c'est de regarder dans le petit menu contextuel qui s'ouvre, le raccourci clavier qui est proposé pour l'apprendre et l'appliquer. Commande ou CTRL B en fonction de votre système d'exploitation. Pareil, si je veux de l'italique, commande ou CTRL I. Et si je veux souligner, eh bien, c'est commande ou CTRL U. Et c'est un gain de temps extrêmement précieux. Pour la mise en forme, vous avez aussi bien entendu la possibilité de modifier la couleur de votre texte. Et si les couleurs de la palette par défaut ne vous conviennent pas, vous pouvez aller dans la palette personnalisée et venir chercher la couleur qui correspondra. Je vais maintenant vous montrer 2-3 autres éléments de mise en forme pour le texte qui sont la plupart du temps utiles pour les étudiants. Donc déjà, je vais augmenter le zoom de ma page, il voit un peu plus clair. Et on voit qu'ici, nous avons 2 points. Donc ici, nous avons une liste. C'est ce qu'on appelle sur ces logiciels les listes à puces. Vous avez ici les listes à puces non ordonnées, c'est-à-dire celles qui commencent par un élément graphique, et ici les listes à puces numérotées. Donc je peux très bien par défaut cliquer sur la mise en forme en liste à puces. Automatiquement cela crée un retrait, aligne toutes les lignes du paragraphe ou de la puce ensemble, ce qui est parfait. Je rappelle la règle, c'est qu'en français une liste à puces c'est une manière d'organiser verticalement une phrase qui normalement se poursuivrait à l'horizontale, ce qui veut dire qu'après les 2 points il n'y a jamais de majuscule, puisque c'est la même phrase. Chacune des puces se finit par un espace point-virgule, et seule la dernière ligne de l'énumération se finit par un point. Si j'ai une énumération dans l'énumération, comme ça peut être le cas ici, j'appuie sur tabulation pour pouvoir avoir une sous-énumération. Dans ces cas-là, je vais avoir l'élément 1 avec une virgule, puis l'élément 2 avec une virgule, puis l'élément de fin avec un espace point-virgule. Et ici, bien entendu, excusez-moi, un double point. Ça, c'est un élément, une règle qui est extrêmement importante dans la mise en forme du document et dans le respect du code typographique de la langue française. Je peux aussi avoir parfois la nécessité dans mon document d'avoir des éléments en exposant. Imaginons ici que au lieu d'avoir liste 1, j'ai marqué première liste. J'ai donc cette abréviation pour l'adjectif numéral première. Je vais sélectionner ces 2 éléments que je dois mettre en exposant en français pour respecter le code typographique et je vais aller dans format, texte, exposant. Et j'ai donc mon élément qui vient se mettre en exposant. On voit donc que si je reviens ici dans format, texte, j'ai la possibilité de mettre en exposant, de barrer et de mettre en indice, qui sont des fonctionnalités qu'on n'a pas dans les raccourcis ici. Je vois aussi que j'ai un certain nombre de choses intéressantes. Imaginons que on me demande de passer mon titre entièrement en majuscule. La plupart des gens vont le réécrire. Pour votre part, vous allez le sélectionner. Vous allez ensuite aller dans format, texte, mise en majuscule, minuscule, et vous allez choisir majuscule. Vous voyez que vous avez aussi la possibilité de mettre une majuscule au début de chaque mot ou de repasser en minuscule. Je passe donc en majuscule. Si vous avez envie de modifier l'élément graphique qui se trouve à gauche de chacune des puces. Vous avez la possibilité, bien sûr en mettant votre curseur dans la liste à puces à modifier, d'aller dans Format, Puces et numérotation, Options de liste, et ici vous avez le choix entre plusieurs autres éléments à positionner. Si rien ne trouve grâce à vos yeux, vous pouvez aller dans Plus de puces, ce qui va ouvrir le panneau de caractères spéciaux, et là vous pourrez venir chercher, et vous voyez qu'automatiquement cela a modifié l'apparence de ma puce. Donc vous avez le choix entre une multitude, plusieurs centaines de symboles différents, et bien sûr, cela modifie toutes les puces du même niveau dans la même énumération. Et puis, il y a ces fameux
caractères spéciaux afin d'enrichir la palette de symboles disponible. Imaginons que ici, j'écrive énumération. Vous voyez que par défaut, je n'ai pas mis d'accent sur la capitale. Et je rappelle que en français, si vous n'accentuez pas les capitales, c'est une faute d'orthographe. Et donc, soit vous êtes sur un système d'exploitation dont le clavier vous permet rapidement d'accentuer les majuscules, soit au contraire, ça n'est pas le cas. Si ça n'est pas le cas, la possibilité que vous avez, c'est de venir dans Insertion, Caractères spéciaux. Ici, vous avez une fenêtre que vous pouvez laisser constamment ouverte. Et vous allez pouvoir ici choisir des catégories. Donc nous, on va choisir latin, puisqu'on utilise un alphabet latin. Et on va pouvoir venir ici chercher l'occurrence de la lettre qui nous manque. Celle-ci. Voilà. Ce petit panneau est extrêmement important pour d'autres raisons. Imaginons qu'ici, j'obtienne ce résultat-là. C'est-à-dire que j'ai le début de mon énumération, commence bien par un 2 points, mais le 2 points est poussé à cause de la longueur du texte en début de ligne, ce qui est absolument interdit en français, en plus de ne pas être esthétique. Eh bien, en fait, la problématique, c'est que ici, je dois conserver un espace, donc je pourrais très bien le supprimer, et dans ces cas-là, je commets aussi une faute typographique. Et si je mets un espace, ça va plus. Eh bien, on va remplacer cet espace standard par ce qu'on appelle un espace insécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper. Quoi qu'il arrive, le logiciel devra gérer de manière à ce que le mot ingrédient reste accroché aux deux. Alors, pour pouvoir insérer ce type d'espace, eh bien, vous allez aller dans les caractères spéciaux et vous allez chercher un espace insécable. Alors, pour moi, le plus simple, c'est de taper No. Quand vous tapez No, c'est en fait le début de No Break, pas de coupure. Et vous voyez qu'ici, vous allez avoir tout de suite une proposition d'un certain nombre de symboles, dont la 4e case est vide. Et en fait, c'est un No Break Space, c'est bien un espace insécable. Si je clique dessus, j'ai donc remplacé mon espace classique par un espace insécable et automatiquement, le logiciel rétablit correctement le texte. Et à partir de maintenant, même si je rajoute des kilomètres de texte, ces deux éléments-là seront systématiquement liés l'un à l'autre. Autre élément problématique dans Google Docs, c'est que si je mets une expression ou un mot entre guillemets, par défaut, voilà ce que j'obtiens, c'est-à-dire des guillemets anglo-saxons. C'est aussi une faute typographique et dans le supérieur, c'est quelque chose qui normalement ne doit pas être toléré. Donc déjà, les guillemets, il y a toujours un espace avant et après un guillemet, puisque c'est un signe typographique constitué de deux éléments. Ensuite, il me faut ici les chevrons français. Donc de la même manière ici, je peux aller dans les catégories, venir ici dans ponctuation, venir ici dans par 2 et j'ai donc mes chevrons français et je peux le modifier. Certains élèves me disent oui mais monsieur s'il faut faire ça à chaque fois, effectivement il faut faire ça à chaque fois mais il y a un moyen d'accélérer, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, si je vais dans les caractères récents, je vais avoir les caractères que j'ai sélectionnés et donc en laissant ça ouvert, je peux dès que j'ai un guillemet, au lieu d'appuyer sur mon clavier, venir cliquer ici, dès que j'ai un E majuscule pareil et dès que j'ai un espace insécable pareil et donc ça devient quasiment aussi rapide que d'appuyer sur le clavier. Nous en avons fini pour ce qui est de la gestion du texte, j'ai envie de dire de premier niveau. Je pourrais aller encore un peu plus loin, mais je pense que pour ce premier tutoriel, cela est suffisant. Par contre, je vais vous montrer deux fonctionnalités indispensables pour les étudiants qui réalisent un devoir. La première fonctionnalité, c'est la création automatique de tables des matières ou de sommaires. Imaginons qu'ici, après mon sous-titre, je veuille positionner un sommaire. La plupart des étudiants vont copier-coller tous les titres, puis après mettre les numéros de page, et à chaque fois qu'ils vont modifier quelque chose dans leur document, il faudra vérifier que la pagination est bonne. En réalité, si vous avez utilisé les styles, vous avez la possibilité de créer un sommaire automatiquement. Il suffit de venir dans Insertion, Table des matières, et ici vous avez différents formats de table des matières. Je vous conseille le format central, celui qui va insérer des points de suite, c'est-à-dire des pointillés, entre le texte et la pagination pour faciliter la lecture. Et donc vous voyez qu'ici, automatiquement, vous avez le sommaire. Et alors comment il fait? Eh bien, il va chercher tous les styles. Dès qu'il y a un titre 1, il le met. Puis après, il va mettre, en respectant à chaque fois une hiérarchisation, les sous-titres de cette partie-là. Et ainsi de suite. Et ce qui est parfait, c'est que si vous modifiez votre document, ici, si vous l'appelez titre bêta, par exemple, et que ce titre bêta en vient à être sur une autre page, eh bien, il suffit de venir dans votre sommaire, de cliquer sur l'icône de remise à jour et automatiquement vous voyez que la pagination a changé et que l'intitulé du titre a changé. Donc ça c'est une fonctionnalité extrêmement importante. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les notes de bas de page. Vous savez que quand vous citez un chiffre ou quand vous donnez une information, vous devez absolument spécifier sa source. Et donc,
ce qui est intéressant, c'est d'automatiser au maximum la mise en forme de ces notes de bas de page. Donc imaginons que je vienne ici et que cet élément-là, eh bien, nécessite une note de bas de page, un renvoi vers une source. Je fais insertion, je vais sur note de bas de page et automatiquement ici, je vais avoir un chiffre qui va renvoyer ici dans une note de bas de page à la source ou au texte que je veux mettre. Et je peux ensuite ici marquer la source. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais je déplace un texte, on voit que le texte est déplacé, bien entendu, avec l'indicateur de son renvoi, mais aussi la note de bas de page, elle, est déplacée sur la bonne page. Donc c'est extrêmement pratique et ça évite les erreurs. Alors, pour finir, maintenant que nous avons fait le tour des fonctionnalités basiques nécessaires pour présenter un document de manière adéquate pour des études supérieures, nous allons voir une dernière chose qui est la notion de section. Alors, qu'est-ce qu'une section? Eh bien, un document, par définition, quand on le crée sur Google Docs, il a une seule page qui fait partie de la section 1. Et dès que je crée une deuxième page, c'est toujours la section 1. La section est donc une partie de mon document. Quel est l'intérêt d'avoir une section? Eh bien, l'intérêt d'avoir une section, c'est de pouvoir personnaliser la mise en forme. C'est-à-dire que vous pouvez attribuer la mise en forme des tétières et des pieds de page, ainsi que l'orientation de la page à une section. Ce qui veut dire que, imaginons que sur ce document-là, dans la première section, ça s'appelle Introduction. Eh bien, ici, je pourrais mettre dans un tétière Introduction, j'aurai la mise en forme de ma section 1, puis si j'ai dans la suite de mon document, dans ma tétière, l'envie de mettre première partie, eh bien je vais créer une deuxième section, la section 2, où je pourrai personnaliser l'entête en mettant première partie. Je pourrais bien entendu personnaliser aussi le pied de page, je pourrais personnaliser la numérotation, c'est-à-dire je pourrais reprendre la numérotation à 1 ou la faire passer à 1000, je fais ce que je veux, mais je peux aussi modifier l'orientation de la page. C'est-à-dire que dans un document, je peux avoir une section en A4 avec une orientation en portrait et une section en A4 avec une orientation en paysage. Donc ça me permet vraiment dans mon document d'avoir des mises en forme différentes qui vont se répliquer sur chacune des pages de la même section. Alors, pour créer une section, c'est extrêmement simple. Imaginons qu'à partir d'ici, je veuille passer à une nouvelle section. Je vais mettre mon curseur à la fin du dernier paragraphe. Je vais faire insertion, saut de section. Alors le saut de section peut être aussi bien en page suivante, c'est-à-dire que la section commencera à la page suivante, ou bien en continu, c'est-à-dire que la nouvelle section commencera sur cette page, mais on n'aura pas la même liberté pour modifier les informations relatives à l'entête, au pied de page ou à l'orientation. Vous voyez aussi qu'on peut faire un saut de page, c'est-à-dire qu'on reste dans la même section, mais on veut aller à la page suivante. Donc je fais saut de section, page suivante, je suis donc dans la nouvelle section, et ici je double-clique et on me dit lié à la section précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la mise en forme de l'entête et du pied de page est identique à la section précédente. Si je ne veux pas que ce soit le cas, eh bien, prenez le réflexe déjà de faire un CTRL ou commande A pour tout sélectionner, CTRL ou commande C, parce que quand je vais enlever lié à la section précédente, ça va me détruire la mise en forme. Donc c'est une perte de temps si je veux juste modifier un texte. Donc après, j'ai plus qu'à faire commande ou CTRL V, à supprimer les espaces qui m'a mis en trop, et ici à changer l'élément que je souhaite modifier. Donc pas ici méthodologie, donc ici je vais mettre légalisation. Et donc, je vois bien que sur la page précédente, j'ai toujours méthodologie, et ici, j'ai légalisation. Maintenant, imaginons que pour le pied de page, je souhaite modifier la numérotation, faire commencer à un autre numéro que le numéro 4 qui suit en fait la section précédente. Je sélectionne tout, je copie, je vais cliquer sur lier à la section précédente de manière à ce que ce soit plus lié, je colle ce que je viens de copier pour gagner du temps, et ici dans les options, dans le numéro de page, je vais appliquer à cette section et commencer à, par exemple, 105. Donc ici, j'ai bien ma section 2 qui commence ici avec l'égalisation et mon numéro de page à 105, puis ici à 106. Vous voyez d'ailleurs que j'ai modifié ça sur la deuxième page de la section, ça n'a aucune importance. Toute modification faite dans l'entête ou dans le pied de page, quelle que soit la page sur laquelle on est, s'applique à toutes les pages de la section. Maintenant, je vais faire une dernière chose pour cette section, c'est que je veux en réalité que cette section soit en mode paysage. Je vais aller dans Fichier, je peux aller dans Configuration de la page, je vais choisir bien dans cette section, la section 2, et je veux qu'elle soit en mode paysage. Et je fais OK. Et donc, on voit que toutes les pages de ma section sont en mode paysage, alors que la section précédente est en mode portrait. Alors, quand on fait ça, ça nécessite parfois de rééquilibrer un petit peu la mise en forme, mais en tout cas, c'est une option extrêmement pratique.
Notamment, vous voyez ici, je double-clique dedans et je vais pouvoir modifier les taquets de tabulation de manière à obtenir un alignement conforme à cette nouvelle orientation. Et c'est exactement pareil comme pour ici. Et vous voyez que c'est extrêmement rapide à faire. Voilà. Et maintenant, le travail est fait. Alors bien entendu, il reste encore la question de l'insertion de visuels dans le document, notamment d'images de fond ou de fond pour faire des couvertures. Je réserve ça à un autre tuto de manière à ne pas trop alourdir celui-ci. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne prise en main de Google Docs.